Good morning again. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un honneur, un privilège et un plaisir de parler de littérature, de traduction littéraire et de livres traduits ici dans cet hémicycle. Je vous salue ici en salle ainsi que ceux qui nous suivent en ligne. Il y a quelques années, j'avais entrepris de consulter les archives privées de Stanisław Baranczak, un poète et traducteur polonais, en son temps professeur à l'université de Harvard. Je souhaitais trouver sa correspondance avec un autre poète traducteur polonais, prix Nobel de littérature, Czesław Miłosz. Leurs lettres, et j'espère qu'elles seront bientôt publiées, sont fascinantes, avec beaucoup de grains à moudre concernant la traduction. Mais la vraie mine d'or m'attendait finalement patiemment dans une autre boîte que celle-ci. Ceci pourrait vous intéresser, m'a dit un jour la veuve de Baranczak en me tendant un dossier contenant la correspondance entretenue par son mari avec le prix Nobel de littérature irlandais, poète et traducteur, Seamus Heaney. Baranczak était le traducteur de Heaney en polonais. D'ailleurs, l'écrivain irlandais s'est rendu à diverses reprises en Pologne et j'ai moi-même eu le plaisir de le rencontrer et le grand privilège de traduire ses essais et quelques-uns de ses poèmes. Donc voilà ce qui promettait d'être intéressant, en fait, effectivement. Et lorsque j'ai commencé à lire, j'ai immédiatement réalisé que ce que j'avais entre les mains était un document tout à fait unique, un compte-rendu du travail collaboratif de deux remarquables poètes traducteurs sur un autre chef-d'œuvre de la plume d'un poète traducteur, le cycle des 19 complaintes de Jan Kochanowski, auteur polonais du XVIe siècle. Donc, écrite en 1580, après la mort prématurée de la fille du poète, ces complaintes sont considérées comme un joyau de la langue polonaise, ainsi qu'une œuvre importante des débuts de la littérature moderne européenne. Bien sûr, je connaissais cette traduction publiée d'ailleurs en 1995 et saluée par les critiques. Et effectivement, si votre langue fait partie des langues rares, vous connaissez sûrement ce genre de traduction, en fait, les traductions de ces grandes œuvres littéraires grâce auxquelles votre langue est dévoilée au public international, grâce à la traduction en anglais. Donc, je dois admettre qu'il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'il existait une trace de cette entreprise commune. Et voilà qu'elle se trouve tout d'un coup sous mes yeux. Ce que je lisais n'était pas simplement un document contextuel, mettant en lumière la collaboration entre Baranczak et Heaney, mais c'était la matérialisation même de cette collaboration, une documentation détaillée du travail, un compte-rendu du processus d'interprétation, discussion, restitution, commentaires, révision, peaufinage et la présentation des différentes étapes de la publication, de la phase initiale jusqu'à la réception du livre. Tout le devenir d'une traduction, quelque chose qui d'ordinaire est invisible ou caché, tout était là, dévoilé, et se rejouait devant mes yeux. Baranczak et Heaney se sont rencontrés à la fin des années 80 à Harvard. Tous les deux ont enseigné. Baranczak y avait une chaire. Heaney était un professeur invité faisant des allers-retours entre Boston et Dublin. Un après-midi 1993, alors qu'ils discutaient, invité par la famille Baranczak avec Claire Kavanagh, une autre traductrice, le sujet des élégies pour enfants a émergé, ainsi que le cycle de Kochanowski et également le poème On My First Son de Ben Jonson et Midterm Break de Heaney. Et ce fut le début d'une réelle aventure jalonnée de rencontres fortuites et heureuses. Quelques jours plus tard, Baranczak a envoyé à Heaney un ensemble de traductions de quelques-unes de ses complaintes complètes avec la métrique et les rimes. Heaney s'est immédiatement senti interpellé, mais ce n'est qu'un an plus tard qu'il a trouvé le temps de s'y pencher. Et tout d'un coup, tout s'est accéléré. Au début, les deux traducteurs se rencontraient pour discuter des textes à la bibliothèque de Harvard ou autour d'une pinte
de bière dans un pub irlandais de Boston. Bien sûr, il n'existe pratiquement aucune trace de ces rencontres dans ces archives. Le semestre achevé, Heaney est rentré à Dublin. Les deux ont tout de même poursuivi leur conversation par le biais de messages envoyés par fax. Car effectivement, au début des années 90, c'était la préhistoire, c'était avant les mails et c'est précisément ce contexte technique qui rend cette correspondance si précieuse. Les fax combinent en effet la matérialité d'une lettre manuscrite. On voit ainsi la merveilleuse écriture très lisible de Heaney, comme si elle était sur mon bureau. Mais cela se combine avec l'immédiateté d'un échange, comme pour les courriels. D'ailleurs, tout cela a été envoyé à fréquence de 6 heures. Ces lettres, ces fax nous ont donné accès à la forme scripturale de la communication entre les deux traducteurs et a mis en lumière l'instantanéité et le rythme du processus créatif, avec certains messages qui ont traversé l'Atlantique plusieurs fois par jour. Donc il y a différentes anecdotes sur toute la difficulté que j'ai eue à mettre en place toutes ces lettres dans l'ordre chronologique. Donc sans la distance et sans cette méthode de communication ô combien particulière, tous ces détails, tout le processus méticuleux de négociation des différentes versions traduites aurait été perdu à jamais, comme c'est d'ailleurs le cas bien souvent, hélas. Ce papier éphémère que je touchais, avec cette encre photosensible qui disparaît avec le temps, est une métaphore de la fragilité intrinsèque de toute documentation concernant le travail de traduction pour qu'un livre puisse être lu par ses lecteurs. Les archives des traducteurs sont généralement extrêmement rares. Elles ne sont inventoriées que si le traducteur est aussi un écrivain célèbre, ce qui en l'occurrence était le cas. Néanmoins, ces archives sont restées bel et bien cachées et n'étaient pas disponibles pour la recherche. Dans la majorité des cas, les traducteurs ne perçoivent pas la valeur de leurs documents. Pour qui donc, d'ailleurs? C'est la réponse standard à la question de savoir pourquoi tout cela n'est pas conservé. Les raisons sont diverses et variées, mais la première raison est d'ordre systémique et idéologique, car les traducteurs sont censés être des intermédiaires neutres, des truchements invisibles qui, dans l'idéal, ne doivent pas laisser de traces. Or, les archives laissent des traces. Par ailleurs, la traduction, même la traduction littéraire, est souvent perçue comme une simple marchandise et non pas comme un travail de création. On n'attache guère de valeur à son processus, celui-ci doit être fluide et surtout bon marché économique. Les esquisses réalisées par les peintres sont appréciées comme de réelles créations artistiques, à juste titre. La même chose d'ailleurs pour les ébauches de poèmes ou les petits carnets des écrivains. En revanche, rien de tel pour les versions traduites. Tout cela tient à la notion d'erreur, de perfection, dans ce discours très critique, très normatif sur tout ce qui a trait à la traduction. D'ailleurs, l'adage dit « la traduction n'est visible que lorsqu'elle est défectueuse ». Pourquoi les traducteurs devraient-ils conserver et partager des versions imparfaites révélant leurs erreurs, comme s'il y existait d'ailleurs une solution parfaite en matière de traduction? Gravé dans le marbre. Il y a également des considérations pratiques et c'est pour cette raison que cette correspondance est restée cachée. Il faut organiser tous ces papiers, ces dossiers, pour les archiver. Cela est chronophage, nécessite beaucoup d'efforts et de l'argent. Des problèmes similaires, d'ailleurs, se posent pour les archives des éditeurs des revues littéraires et de diverses institutions qui aident les traducteurs. Des tonnes de correspondances, de contrats, des procès-verbaux qui semblent être entièrement futiles, hors contexte. Mais si tout cela est bien conservé, comme ça devrait être le cas d'ailleurs,
eh bien, c'est une mine d'informations inestimable pour la structure du secteur de la traduction littéraire, du marché de la traduction. Tout périple qu'entreprennent les livres traduits lorsqu'ils quittent le bureau de leur créateur. Les archives nous donnent accès aux structures intestines de la culture littéraire et nous permettent de comprendre comment ces textes deviennent des livres, sur le plan littéraire, mais également sur le plan commercial. Alors, pour revenir à mon cas, les éditeurs choisis pour les Lamentations étaient les très prestigieux Faber à Londres et Farrar Straus Giroux à New York, finalement. Mais il y avait eu d'autres options qui sont entrées en ligne de compte. Et d'ailleurs, les lettres décrivant la stratégie de publication de ce recueil de Kochanowski révèlent la différence sur le marché entre Simus, qui était très célèbre, et Stanislas, qui était plus confidentiel en tant qu'auteur. La correspondance avec les éditeurs, Christopher Reed et Jonathan Galassi, met en lumière le rôle de ces derniers dans la version finale du livre publié et témoigne de leur immense expertise, de leur engagement et de leur incommensurable talent littéraire. Les archives contiennent une documentation inestimable du travail des personnes, sans lesquelles aucun livre traduit ne finirait jamais entre les mains d'un lecteur. Tous ces experts, encore plus invisibles que ne le sont les traducteurs, les éditeurs, les assistants éditoriaux, les graphistes, le personnel de marketing, de vente, les agences, etc. Aucune des différentes étapes du parcours d'un livre n'est purement technique, dépourvu de signification culturelle. Chaque étape implique l'engagement de tous. Rien n'est en vain. Tout est important pour la forme finale du livre, pour l'étude ensuite de l'impact esthétique, éthique, idéologique ou politique de la littérature traduite telle que je le fais, moi, en tant que chercheur. Les lettres de Baranchak et de Heaney, cette correspondance, m'a permis d'accéder au devenir d'une traduction, d'accéder à la genèse poétique de celle-ci. J'ai pu voir concrètement les corrections, les commentaires, les réflexions sur le style, sur la langue de l'original, sur la langue de la traduction. J'ai pu également étudier l'art de la traduction collaborative, assister à la rencontre de deux esprits créatifs qui se sont frottés les uns aux autres à leur inspiration mutuelle pour aboutir à ce résultat final. Ces lettres m'ont également montré les dessous de table, la politique de la traduction, l'aspect social et marketing du projet de collaboration, les jeux de pouvoir, le prestige derrière le travail de traducteur et l'aspect institutionnel complexe qu'allait entreprendre ce livre une fois traduit. Mais il y a une autre dimension assez frappante qui relève de cette correspondance, essentielle à la fois et très peu étudiée. C'est en effet le facteur humain de toute traduction littéraire, qu'elle soit collaborative ou non. Cet aspect interpersonnel et émotionnel de l'ensemble de cette entreprise de traduction. La traduction littéraire est certainement un travail empreint d'émotions, intimement lié aux relations humaines, et trop souvent, hélas, les traducteurs travaillent en solo, mais ils ne travaillent jamais dans le vide. Dans une de ses lettres adressée à un autre traducteur, Baranchak, Heaney revient de manière anecdotique sur cet après-midi de 1993 où a germé cette idée de traduire les Lamentations. Et il évoque une conversation à haute tension qui l'a littéralement exalté et provoqué en lui une véritable poussée d'adrénaline poétique. Alors, un petit exemple de son style. Un tel intérêt, un tel engagement ne
surgissent en moi que lorsque vient l'appétit d'écrire. Et cet appétit s'est réveillé lorsque j'ai commencé à lire de près ces versions de Baranchak. Depuis que j'ai rencontré pour la première fois Baranchak il y a 12 ou 13 ans, notre amitié s'est approfondie, notre liberté commune a pris des ailes et notre compréhension mutuelle s'est affinée. C'est grâce à cette intimité, grâce à cette confiance, que les premières traductions de Baranchak de mes œuvres et ensuite, grâce les premières traductions des Lamentations ont progressé de manière aussi féconde. Bon, je ne pense pas que je goûtais pleinement l'entière portée de cette phrase au début, en la lisant, mais ce n'est qu'ensuite, que plus tard, lorsque j'ai commencé à réfléchir à l'importance de tout cela pour la compréhension de l'histoire et de la traduction dans mon propre travail, ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que les lettres imprimées sur ce fax quelque peu fripé, que j'ai découvert par hasard, que tout cela, ce n'était pas simplement une source de connaissances sur la manière dont les poèmes sont traduits, édités et publiés, mais que c'était un document magnifique, un témoignage d'amitié profonde. Les émotions disparaissent généralement du discours historique ou critique, et ces émotions ne sont que très rarement prises en compte en matière littéraire. Ici, ces émotions sont centrales, car la traduction des Lamentations de Kochanowski n'aurait pas pu avoir lieu sans l'amitié qui unissait ses créateurs et traducteurs. Tout cela m'a fait penser à tous ces voyages de traduction que j'ai entrepris, qui ont aussi commencé par l'amitié et ceux qui ont abouti dans différentes amitiés. Et ce fut là une prise de conscience fort heureuse. Merci de votre attention.